Je suis très heureux de recevoir, au nom de tout Handicap International, une amie, on peut dire vraiment une amie, ce n'est pas des mots, Christiane Taubira, qui n'est pas peut-être nécessaire de présenter, sauf peut-être à préciser que depuis 24 ans que nous organisons des pyramides de chaussures, Christiane Taubira a toujours été fidèle à nos rencontres, en nous apportant son soutien. Et puis nous avons eu aussi une initiative que peut-être beaucoup ont oubliée, c'était le dépôt d'un projet de loi pour l'interdiction des mines antipersonnelles qui avait été déposé à l'Assemblée nationale par Christiane Taubira. Depuis 24 ans, vous le savez, on a obtenu des traités importants, l'interdiction des mines antipersonnelles en 1997, alors que personne n'y croyait. En 2003, nous avons lancé une campagne pour l'interdiction des bombes à sous-munitions. C'était pareil, tout le monde a dit vous n'y arriverez jamais. Et nous avons obtenu le traité d'Oslo d'interdiction des bombes à sous-munitions. Et puis maintenant, nous sommes partis pour une campagne pour faire cesser les bombardements des civils dans les zones peuplées. Il faut le rappeler, et nous l'avons vu tout à l'heure en déambulant sur le site de la pyramide, les 90 portraits qui ont été faits par le photographe JR, qui illustrent les 90 victimes chaque jour de la violence armée dans ces bombardements qui n'ont rien de frappe chirurgicale, mais qui sont vraiment de la barbarie. On dit que bombarder les civils, ce n'est pas la guerre, c'est un crime. Et en ce sens-là, nous voulons en finir avec cette réalité. Alors, sans plus tarder, je veux donner avec beaucoup de plaisir la parole à Christiane, qui est là aujourd'hui encore, pour nous dire aussi le sens de cet engagement à nos côtés depuis tant d'années, et aujourd'hui particulièrement pour ce combat. Alors ma présence aujourd'hui est en effet une fidélité puisque ça fait 24 ans, je me souviens parfaitement de la première pyramide de chaussures et surtout de ses effets parce que j'avais déjà déposé cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, elle avait déjà recueilli une centaine de signatures de parlementaires, c'était un engagement transversal puisque des parlementaires, c'était avant qu'il y ait cette règle dans les différents groupes parlementaires de ne pas signer les propositions de loi de parlementaires qui n'appartiennent pas au groupe. À cette époque, il n'y avait pas cette règle dans les groupes et donc des parlementaires de plusieurs sensibilités avaient signé cette proposition de loi. Et nous avons continué à avancer, mais je me souviens évidemment des grandes problématiques de l'arrêt, de l'interdiction, de la fabrication, de la vente et de l'utilisation de mines antipersonnelles. Je me souviens évidemment de nos engagements communs sur la question du soutien aux victimes, sur la question du déminage et des recherches technologiques qui avaient commencé notamment sur les démineurs automatiques. Et puis sur l'engagement d'un certain nombre de pays, Handicap International avait commencé avec le Cambodge, mais très vite a étendu son champ d'intervention. Et puis donc nous avons eu cette victoire, donc la première pyramide des chaussures, a contribué à sensibiliser. Et je crois que les enfants ont joué un rôle important. Je me rappelle d'ailleurs du Parlement des enfants à l'Assemblée nationale. Les enfants ont joué un rôle important pour sensibiliser leurs parents à la nécessité de s'exprimer, de manifester leur soutien dans ce combat de handicap international. Donc après, évidemment, nous avons eu cette victoire de la Convention internationale. J'étais à Ottawa, nous étions donc à Ottawa pour cette signature. Moi, j'y étais en tant que parlementaire. Après, nous nous sommes lancés. Vous vous êtes lancés, je vous ai rejoint sur les bombes à sous-munitions. Nous nous sommes retrouvés ensemble à Oslo. Et puis, cette troisième campagne, d'une certaine façon, elle est renforcée justement par ces deux victoires précédentes. Elle a un caractère d'urgence que nous devons arriver à faire entendre au gouvernement. Il existe un droit de la guerre, il existe un droit international humanitaire, et rien de ces droits-là n'est vraiment appliqué dans le cadre du bombardement des personnes, des civils. Alors qu'on sait que c'est vraiment un sujet considérable, ne serait-ce qu'à travers les chiffres, puisque pendant la Première Guerre mondiale, 5% des victimes de la Première Guerre mondiale étaient des personnes civiles, donc non impliquées dans le conflit. À la Deuxième Guerre mondiale, c'était monté à 65%. Nous sommes en moyenne à 75%, mais comme l'indiquent les chiffres de Handicap International, dans certaines zones actuelles, des bombardements qui ont lieu actuellement, 92% des victimes sont des victimes civiles. Donc on est dans un type de guerre différent.
Parce que les progrès techniques, je mets des progrès entre guillemets parce que tuer des gens, ça me paraît peu compatible avec le progrès. Mais en tout cas, les progrès techniques font que, effectivement, il y a des soi-disant frappes chirurgicales. Il y a de plus en plus d'armes plus ou moins sophistiquées parce que le problème, justement, des armes explosives, c'est qu'elles ont une sophistication étrange, hein, puisqu'elles ont un rayon d'impact très important. Et par ailleurs, elles sont relativement imprécises, elles peuvent exploser de façon différée, donc elles font durer le danger, elles hypothèquent les capacités des populations à reconstruire leur activité, à se réinscrire dans leur territoire. Donc on est dans une situation objective de barbarie, c'est-à-dire qu'on fait la guerre avec des risques de plus en plus réduits pour ceux qui commandent les bombardements, et des risques de plus en plus étendus et de plus en plus durables pour les victimes qui reçoivent ces bombardements. Il y a donc une urgence au regard du droit de la guerre, au regard du droit international humanitaire, et puis au regard d'une certaine morale. Je n'oserais pas parler d'éthique en matière de guerre, mais d'une certaine morale, puisqu'il existe un droit de la guerre, il y a au moins une morale de la guerre. Puisqu'il existe un droit international humanitaire, il y a une morale de référence qui doit admettre qu'on ne peut pas tranquillement bombarder et massacrer des personnes civiles. Je t'écoute, excusez-moi parce que je me trahis, on se connaît depuis tellement longtemps, mais je me dis qu'on a une ambassadrice parfaite pour accompagner cette campagne. Pour autant, aujourd'hui, et les journalistes qui sont venus ce matin nous ont posé aussi ce constat, c'est très difficile de mobiliser aujourd'hui peut-être une opinion publique saturée d'images d'une surenchère de violence. Tout le monde voit les images dans les conflits à Kobané, les ont vus à Mossoul, les ont vus à Alep, dans des villes anéanties. On a une reconstitution de ruines à côté de nous. Comment peut-on faire pour se dire tous ensemble, on peut encore faire quelque chose, on peut agir comme citoyen, comme parlementaire, comme personnalité avec une autorité morale? Comment doit-on encore continuer pour que ce sujet ne relève pas de la fatalité qu'on regarderait comme avec une impuissance totale? Comment faire? Alors, c'est vrai que les citoyennes et les citoyens sont submergés d'images. Bon, d'abord, on finit parce que dans ce flot d'images qui nous arrive tous les jours, on ne distingue même plus, on est saturé, soit on cesse de la regarder, soit on s'y habitue, soit on se dit mais quelle cause je choisis là parmi toutes celles-là. Donc ça, c'est une réalité de notre époque où l'accessibilité de l'information produit une surinformation qui écrase largement les citoyennes et les citoyens. Ce que nous pouvons leur dire, c'est qu'ils peuvent choisir leur cause et puis ils peuvent choisir de s'engager, de donner un coup de main à un moment, ils peuvent s'inscrire dans la durée sur une cause. Vous avez choisi des relais, je crois que c'est une bonne idée. Vous avez choisi de mobiliser 4500 parlementaires, par exemple, dans 8 pays. Dans les 8 pays où Handicap International existe en tant qu'organisation nationale. Alors, il y a une majorité de pays européens. Il faudra, de ce point de vue, solliciter des parlementaires ailleurs aussi. Mais les parlementaires sont d'excellents relais dans la mesure où ils ont des circonscriptions. C'est-à-dire que non seulement ils peuvent s'engager parce qu'ils sont, par le pouvoir législatif, en relation permanente avec le pouvoir exécutif, c'est-à-dire les gouvernements. Donc ils peuvent interpeller constamment le gouvernement. À l'époque où j'étais parlementaire, vous vous souvenez, je faisais voilà, des questions orales, des questions écrites, les questions d'actualité du fameux mercredi. Et évidemment, cette proposition de loi, un engagement. J'ai été rapporteur de la loi qui allait transcrire dans notre droit la Convention internationale d'Ottawa. Donc voilà, en tant que parlementaire, il y a des tas de choses qu'on peut faire et votre campagne de mobilisation de parlementaires dans 8 pays est un choix tout à fait pertinent. Je souhaite qu'il s'élargisse parce que je crois qu'il y a d'autres pays où on va trouver des parlementaires qui vont accepter de s'y engager. Mais en tout état de cause, ce sont d'excellents relais parce qu'ils peuvent mobiliser les citoyens de leur circonscription. C'est-à-dire qu'ils déploient à la fois l'information et la sensibilisation pour l'engagement, ils peuvent le déployer dans leur circonscription. Et puis dire aux citoyens, donc je viens de le dire, qu'ils peuvent aider, qu'ils peuvent choisir. Là, par exemple, vous avez lancé une pétition, vous pas tout seul, hein, puisqu'il y a une coalition internationale,
Il y a cette pétition, vous souhaitez 1 million, alors faisons campagne pour obtenir 1 million de signatures pour que les gouvernements s'engagent. Parce que ceux qui bombardent et qui massacrent des civils sont hors la loi. Ils sont hors la loi. Il faut donc que les gouvernements s'engagent très clairement à arrêter de participer à des bombardements avec des armes explosives. Mais c'est une question majeure et c'est pour ça que les gouvernements ne sont pas si allants pour s'engager. Il y a un corps groupe qui rassemble 12 pays, une douzaine de pays. Mais 12 pays sur 195, voilà, pour l'instant ça fait peu, même si on sait que pour les mines antipersonnelles et bombes à sous-munitions, on avait parfois une petite poignée de pays très dynamiques, très, très volontaires, prenant des initiatives, très impliqués. Mais voilà, c'est des gouvernements qui avaient ce courage-là. Donc il faut qu'on le rappelle, ça, que les bombardements, ça tue des gens et que par conséquent, l'industrie de l'armement, ça a des conséquences. Et les ventes d'armes, ça a des conséquences. Ça a des conséquences criminelles. Il faut qu'on le dise et qu'on interpelle nos gouvernements. Donc lorsque nous disons aux citoyens, nous espérons atteindre 1 million de signatures, ne vous découragez pas, nous avons déjà passé 500 000. Donc nous avons besoin de vous pour atteindre les 500 000 manquants et peser sur les gouvernements de façon à ce que dans l'instance du multilatéralisme, à l'Organisation des Nations Unies, nous ayons des avancées significatives, concrètes, rapides, immédiates, sur l'application réelle du droit de la guerre et du droit international humanitaire. Leur application réelle. Je ne suis pas sûre qu'il faille inventer de nouveaux articles, mais il y a des spécialistes qui pourront nous le dire. Mais l'application des dispositions contenues déjà dans ces droits spécifiques, cette application, nous l'exigeons et nous espérons l'obtenir. Merci, c'est un excellent message à porter tous ensemble et encore une fois pour signer et faire signer autour de soi, puisque même si vous n'êtes pas présent aujourd'hui pour signer, vous pouvez le faire sur Internet tout au long de l'année, en permanence et surtout très rapidement, puisque ce chiffre d'1 million de signatures, c'est un chiffre symbolique bien sûr. 1 million de personnes demandent qu'on arrête cette barbarie. On ne peut pas être devant cette fatalité qui nous démobilise complètement. Donc on peut le faire. Et il faut le rappeler, puisqu'on évoquait Oslo. Je me souviens qu'à Oslo, nous avions remis à toutes les délégations diplomatiques les premières 450 000 signatures qu'on avait éditées pour remettre aux diplomates qui étaient présents. Et tous sont repartis avec ce livre qui ne sert à rien, si ce n'est qu'à prendre la mesure de ces signatures. Et c'est comme ça qu'on a progressé. Donc une signature, c'est un engagement de citoyens, c'est un engagement pour la dignité humaine qui est dû partout aujourd'hui. Je redis parce que je pense qu'il faut toujours ne pas perdre de vue qu'à Mossoul, dont on parlait tout à l'heure, sur la ville de Mossoul, dont les bombardements ont cessé il y a 1 an, il reste 8 millions de tonnes, 8 millions de tonnes de restes explosifs de guerre dans la ville de Mossoul. C'est inimaginable, c'est insupportable. Donc on ne peut pas reconstruire la paix quand on est dans des situations de destruction à venir, puisque ces armes sont là, qu'elles sont en attente, et il faut y arriver. Chaque signature compte. Merci en tout cas, Christiane, d'être à nos côtés avec autant de fidélité et de détermination. Et puis j'espère que nous allons pouvoir, ensemble, faire porter haut et fort ce message. Un dernier mot, peut-être ? Pour dire aux gens que je n'en appelle pas seulement à leur générosité, leur solidarité. J'en appelle au sens de la vie, au sens de notre existence. Est-ce que nous pouvons tranquillement appartenir à un monde où il y a autant de chaos, à autant d'endroits? Est-ce que nous pouvons être indifférents, même si nous sommes des gens bien, nous sommes des personnes bonnes, nous sommes des personnes justes? Est-ce que nous pouvons être tout ça et ne pas faire les quelques gestes qui sont à notre portée et qui ont pour sens de dire la vie humaine est importante pour nous, tout près de nous, pour ceux qu'on aime. Elle est importante aussi pour celles et ceux qui sont loin, qui ne parlent pas les mêmes langues que nous, qui n'ont pas les mêmes cultures que nous, qui parfois n'ont pas les mêmes références que nous.
les mêmes modes de vie, ont d'autres façons de se nourrir, d'autres façons de rire, d'autres façons de danser, d'autres façons de se soigner, mais qui ont ceci de commun avec nous, que ce sont des personnes et que la dignité humaine est indivise et que si nous acceptons de laisser abîmer la dignité humaine ailleurs, nous prenons des risques sur notre propre dignité humaine. Je sais que les gens peuvent entendre cela, donc c'est pas juste leur dire vous êtes les plus grands, les plus forts, soyez généreux, pensez à ceux qui souffrent et qui prennent les routes de l'exil, parce que c'est quand même une des grandes conséquences de ces bombardements. Les gens quittent leur territoire. Ils quittent leur territoire. Souvent, ils vont dans une autre partie de leur propre pays. Parfois, ils vont dans les pays voisins. Et puis, il arrive qu'ils arrivent jusque chez nous et que nous nous précipitions pour fermer nos portes. Donc, nous avons encore nos cœurs grands ouverts, mais nos esprits aussi. Nos esprits aussi. C'est notre rapport à la personne humaine et à la dignité humaine qui est en cause là. Et donc, je vous invite à signer cette pétition pour que nous obtenions 1 million de signatures. Merci infiniment. Merci.